Je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai 71 ans. Et le jour où j'ai enterré mon mari, mon fils unique m'a volé ma vie. 3 jours après les funérailles de Marcel, 43 ans de mariage, une vie entière passée dans notre maison de pierre rue des Forges à Dijon, Théo est entré dans le salon. Il tenait une enveloppe Kraft. À l'intérieur, une procuration notariée datée de 3 ans. La maison transférée à son nom, signée par son père. « Tu as vécu ici assez longtemps, maman. Je vais vendre. Cherche-toi une maison de retraite dans le Morvan. Tu as 3 semaines. Pas de condoléances. Pas d'étreinte. Juste un regard froid que je ne lui connaissais pas. Pendant 42 ans, j'ai élevé ce garçon. Je l'ai nourri, protégé, aimé. Et maintenant, il me jetait comme une vieille chose encombrante. Mais je ne suis pas le genre de femme qui pleure et qui abandonne. Je suis allée voir Élodie Renaud, la notaire, mon amie depuis le lycée. Elle a examiné le document avec sa loupe. Et ce qu'elle a découvert a tout changé. La signature était fausse. Imitée. Grossièrement. Geneviève, il faut que tu saches autre chose. Marcel est venu me voir 6 mois avant sa mort. Mon mari avait découvert que Théo avait détourné plus de 200 000 € de la brasserie familiale. Notre héritage. 3 générations de travail. Évaporé en paris en ligne et en mensonges. Marcel voulait protéger la maison. Il était venu modifier son testament pour tout me léguer, avec une seule condition. Théo ne pourrait hériter que s'il remboursait chaque centime volé. Mais Marcel n'avait jamais signé ce testament. Il est mort 1 semaine plus tard, d'un infarctus brutal. Et Théo était là ce matin-là. Quand j'ai confronté mon fils, tout s'est effondré. Il a avoué le détournement. Il a avoué le faux. Mais ce qu'il m'a dit ensuite a glacé mon sang. Le jour où Marcel est mort, ils se sont disputés, violemment. Marcel criait, le traitait de honte pour la famille, menaçait de le déshériter. Puis il s'est effondré, main sur la poitrine, visage blanc. J'ai paniqué, maman, je ne savais pas quoi faire. Combien de temps avant d'appeler les pompiers? Le silence qui a suivi était une condamnation. 10 minutes, peut-être plus. 10 minutes pendant lesquelles mon mari aurait pu être sauvé. 10 minutes où mon fils a choisi son orgueil plutôt que la vie de son père. J'ai serré le téléphone dans ma main tremblante. J'avais 2 choix devant moi. Fermer les yeux. Pardonner. Protéger mon fils comme je l'ai toujours fait. Laisser le mensonge enterrer la vérité avec Marcel. Ou porter plainte. Détruire ce qui reste de ma famille. Condamner mon propre enfant. Mais faire justice. Toute ma vie, on m'a appris que l'amour d'une mère est inconditionnel. Qu'une mère pardonne tout. Qu'elle protège ses enfants contre le monde entier. Mais est-ce qu'une mère doit protéger son enfant du mal qu'il fait aux autres? Du mal qu'il se fait à lui-même? Cette nuit-là, seule dans ma maison trop grande, j'ai prié pour la première fois depuis des années. Pas pour obtenir une réponse, mais pour avoir la force d'accepter celle qui viendrait. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Une décision qui allait tout changer. Pour Théo, pour moi, pour l'héritage de Marcel. Parce que j'ai compris quelque chose cette nuit-là. Le pardon n'est pas de la faiblesse. Mais il ne doit pas non plus nourrir le mal. La justice n'est pas de la vengeance. Mais elle est nécessaire pour que les âmes brisées puissent un jour se reconstruire. Et l'amour d'une mère n'est pas de protéger son enfant de ses erreurs. C'est de lui apprendre à les affronter, même si cela doit nous détruire tous les deux. Ce que j'ai fait ce jour-là, et ce que mon fils a dû affronter dans les mois qui ont suivi, nous a séparés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais c'était peut-être le seul chemin vers quelque chose qui ressemblerait, un jour, à la rédemption ou à la paix. Je ne sais pas encore. Mais je vais vous raconter tout, depuis le début, jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, j'ai ouvert la porte de la brasserie familiale que j'avais rachetée avec mes dernières économies et où j'ai trouvé Théo debout devant le comptoir, avec un sac de voyage et une enseigne en bois qu'il avait sculptée de ses mains, portant les mots « Brasserie Moreau & Fils », une histoire vraie sur le pardon difficile, la justice qui fait mal et l'amour qui ne renonce jamais, même quand il devrait. Le ciel de novembre pesait sur Dijon comme une chape de plomb. Je me tenais devant la fenêtre du salon, ma tasse de café refroidissant entre mes mains, et je regardais la rue des Forges s'animer lentement. Les pavés humides reflétaient les réverbères encore allumés à 7 heures du matin. Un homme en imperméable promenait son chien. Une boulangère ouvrait ses volets métalliques. La vie continuait, indifférente au fait que la mienne venait de s'effondrer. Marcel était mort depuis 3 jours. 3 jours, et je portais encore cette robe noire qui sentait l'encens et la terre mouillée du cimetière Saint-Bénigne. Je n'avais pas eu la force de l'enlever. Ou peut-être que je ne voulais pas. Comme si ce tissu était la dernière chose qui me reliait à lui, à notre vie, à ce que nous avions été.
43 ans de mariage. 43 ans dans cette maison de pierre aux poutres sombres, avec ses plafonds hauts et ses coins qui craquettent la nuit. Marcel l'avait hérité de ses parents, les Moreau, une famille dijonnaise enracinée ici depuis le 19e siècle. Quand je l'avais épousée en 1982, j'avais 28 ans et je venais d'un petit village du Jura. Cette maison m'avait impressionnée. Elle était trop grande, trop belle, trop chargée d'histoire pour une fille comme moi. Mais Marcel m'avait pris la main dans ce même salon, devant la cheminée en marbre gris, et il m'avait dit « Geneviève, cette maison n'est rien sans toi. C'est toi qui vas la faire vivre. » Et j'avais cru. Pendant 43 ans, j'avais cru. J'ai bu une gorgée de café. Amer, froid, à l'image de tout ce que je ressentais. Derrière moi, l'horloge comptoise a sonné 7 coups. Un cadeau de mariage offert par la mère de Marcel, une femme sévère qui ne m'avait jamais vraiment acceptée. Elle trouvait que j'étais trop simple, trop campagnarde. Mon fils méritait mieux, avait-elle murmuré lors de notre mariage, assez fort pour que je l'entende. Marcel n'avait rien dit. Il n'avait jamais été du genre à affronter sa mère. Mais il m'aimait, à sa manière, discrète, réservée. Les Moreau n'étaient pas des gens démonstratifs. J'ai posé ma tasse sur le guéridon près de la fenêtre et je me suis regardée dans le reflet du verre. Une vieille femme aux cheveux gris tirés en chignon, aux rides profondes autour des yeux, aux lèvres pincées par l'habitude de ne pas se plaindre. 71 ans. Quand est-ce que j'étais devenue cette personne? Le bruit d'une clé dans la serrure m'a fait sursauter. Théo. Mon fils entrait toujours sans frapper. Depuis qu'il était enfant, il considérait cette maison comme la sienne. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Il avait grandi ici, joué dans le jardin intérieur, fait ses devoirs dans la bibliothèque du premier étage, amené ses petites amies dans sa chambre sous les combles, croyant que nous ne le savions pas. Mais quelque chose avait changé. Je ne savais pas exactement quand. Peut-être après son divorce, il y a 5 ans, peut-être avant. Théo était devenu distant, amer. Il nous voyait de moins en moins. Et quand il venait, c'était toujours pour demander quelque chose. De l'argent, le plus souvent. Pour son entreprise, disait-il. Pour un projet. Pour rembourser une dette temporaire. Marcel lui donnait. Toujours. Parce qu'un père ne refuse rien à son fils. Même quand il aurait dû. Théo est entré dans le salon. Il portait un costume gris foncé, une chemise blanche sans cravate. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés en arrière. Il avait 42 ans, mais il en paraissait plus. Des cernes profonds sous les yeux, une maigreur qui lui donnait l'air malade, ou coupable. « Bonjour, maman. » Sa voix était plate, comme s'il me parlait d'un rendez-vous chez le dentiste. « Bonjour, Théo. » Il a posé sa mallette en cuir sur la table basse. Un geste précis, calculé. Puis il s'est tourné vers moi, les mains dans les poches, et il m'a regardé avec cette expression que je ne lui connaissais pas. Froide, déterminée. Je suis venue te parler de la maison. Mon cœur s'est serré. J'ai senti que quelque chose de terrible allait suivre. La maison? Oui. Il a ouvert sa mallette, sorti une enveloppe Kraft, l'a posée sur la table entre nous, comme une sentence. Papa m'a signé une procuration il y a 3 ans. La maison est à moi maintenant, légalement. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Quoi? Ouvre l'enveloppe. Tout est là. Signé, tamponné, enregistré. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, plusieurs feuilles agrafées. Un acte notarié, daté du 12 mars 2022. La maison de la rue des Forges, transférée à Théo Moreau. Signature de Marcel en bas de page. Tampon du notaire. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Papa voulait que j'hérite de la maison. Il savait que tu ne pourrais pas l'entretenir seul, que c'était trop grand pour toi. Alors il a anticipé. Mais il ne m'a jamais rien dit. Il ne voulait pas te blesser. Théo a fait quelques pas vers la cheminée. Il a regardé les photos sur le manteau. Nous, à notre mariage. Théo enfant, dans les bras de Marcel. Des souvenirs d'un temps où nous étions une famille. « Je vais vendre », a-t-il dit sans me regarder. Il y a des promoteurs intéressés. Ils veulent transformer la maison en appartement de standing. Le quartier est en plein développement. Je peux en tirer un bon prix. Vendre? Le mot est sorti de ma bouche comme un cri étouffé. Oui, mais c'est notre maison, Théo. Ta maison. Celle de ton père, de tes grands-parents. C'était leur maison. Maintenant, c'est la mienne. Et je fais ce que je veux avec. Il s'est retourné vers moi. Son regard était dur, impénétrable. Tu as le droit de rester jusqu'à la fin du mois. Ça te laisse 3 semaines pour trouver quelque chose. Une maison de retraite, peut-être. Il y en a des biens dans le Morvan. Calme, avec du personnel compétent. Théo, c'est pour ton bien, maman. Tu ne peux pas rester seule ici.
C'est trop grand, trop difficile à gérer. Et puis, tu n'es plus toute jeune. » Il a refermé sa mallette, ajusté sa veste, comme si nous venions de discuter d'une affaire banale. « Je repasserai dans quelques jours pour voir où tu en es. » Et il est parti, comme ça, sans un regard en arrière. Je suis restée debout au milieu du salon, l'enveloppe Kraft à la main, et pour la première fois depuis la mort de Marcel, j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses, non, des sanglots profonds, viscéraux, qui venaient du fond de mon ventre, comme si mon corps expulsait 43 ans de silence et de sacrifice. 43 ans à élever ce garçon, à le nourrir, le soigner, l'aimer, à supporter ses colères d'enfant, ses crises d'adolescent, ses mensonges d'adulte. Et maintenant, il me jetait comme une vieille chose encombrante. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine et je me suis effondrée sur le canapé. Combien de temps suis-je restée là? 1 heure? 2? Le temps n'avait plus de sens. Quand j'ai enfin relevé la tête, le soleil était haut dans le ciel. La rue des Forges était animée. Des touristes prenaient des photos devant les façades médiévales. Des étudiants sortirent d'un café avec des gobelets fumants. La vie continuait, mais pas la mienne. Je me suis levée lentement. Mes genoux craquaient. Mon dos me faisait mal. 71 ans, et soudain, je les sentais tous. J'ai pris mon manteau gris, celui que Marcel m'avait offert pour mes 70 ans, lors d'un dîner au restaurant Le Pré aux Clercs. Il avait commandé du vin de Bourgogne, et nous avions trinqué à nos vieux jours ensemble. Nous n'avions eu qu'1 an de plus. J'ai mis mon foulard en soie, celui avec des motifs floraux que ma sœur Hélène m'avait envoyé de Lyon. J'ai glissé l'enveloppe Kraft dans mon sac en cuir usé, et je suis sortie. Le froid de novembre m'a giflé. Un vent aigre soufflait entre les immeubles. Je me suis dirigée vers la place Darcy, les mains enfoncées dans mes poches. Dijon en novembre, c'est une ville de pierre et de brume. Les façades colorées, ocre, rose pâle, jaune crème, semblent s'estomper sous le ciel gris. Les touristes se font rares. Il ne reste que les Dijonnais, emmitouflés dans leurs manteaux sombres, pressés de rentrer chez eux. J'ai longé la rue de la Liberté, passé devant les boutiques de luxe où je n'entrais jamais. Marcel et moi n'étions pas riches. La brasserie familiale nous faisait vivre correctement, mais sans excès. Nous menions une vie simple, honnête. Du moins, c'est ce que je croyais. L'étude d'Élodie Renaud se trouvait place Darcy, dans un immeuble haussmannien au 2e étage. Une plaque en cuivre brillait sur la porte. Maître Élodie Renaud, notaire. J'ai grimpé les escaliers lentement. Chaque marche était une épreuve. Mon souffle était court. Mon cœur cognait dans ma poitrine. La secrétaire, une jeune femme blonde au sourire professionnel, m'a accueillie avec douceur. « Madame Moreau, toutes mes condoléances. Maître Renaud vous attend. » Élodie m'a reçue dans son bureau, une pièce aux boiseries sombres remplie de dossiers et de livres de droit. Elle portait un tailleur bleu marine et des lunettes à monture fine. Ses cheveux poivre et sel étaient découpés au carré. À 69 ans, elle avait cette élégance discrète des femmes qui ont toujours travaillé. Nous nous connaissions depuis le lycée Carnot. Nous avions été amis autrefois. Puis la vie nous avait séparés. Elle avait fait des études de droit à Paris. Moi, j'avais épousé Marcel. Mais nous étions restés en contact. Thé de temps en temps, déjeuners occasionnels. Elle s'est levée en me voyant et m'a embrassée sur les 2 joues. « Geneviève, je suis tellement désolée. Marcel était un homme bien. Merci, Élodie. » Elle m'a fait asseoir dans un fauteuil en cuir, a posé une tasse de thé devant moi. Puis elle s'est installée derrière son bureau, les mains jointes. « Que puis-je faire pour toi ?» J'ai sorti l'enveloppe Kraft. L'ai posée sur le bureau. Théo m'a donné ça ce matin. Il dit que Marcel lui a signé une procuration il y a 3 ans, que la maison est à lui, qu'il va la vendre, et que je dois partir. Élodie a froncé les sourcils. Elle a pris l'enveloppe, sorti les documents, commencé à les lire. Le silence s'est étiré. Seul le tic-tac de l'horloge murale marquait les secondes. Puis elle a levé les yeux vers moi. Ce document n'a pas été enregistré par mon étude. Quoi? Regarde. Le tampon en bas. C'est celui de Maître Fournier, à Beaune. Mais pourquoi Marcel serait allé à Beaune? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'étrange. Elle a sorti une loupe de son tiroir, a examiné la signature de Marcel avec une attention presque chirurgicale. Après un long moment, elle a murmuré « Geneviève, cette signature ne correspond pas. » Mon sang s'est glacé. « Comment ça? Attends. » Elle s'est levée, a ouvert un coffre-fort encastré dans le mur derrière elle. En a sorti plusieurs dossiers, les a étalés sur le bureau. Voici le testament de Marcel, rédigé ici en 2020. Voici des actes bancaires signés en 2021. Et voici une lettre qu'il m'a envoyée en juin dernier.
Regarde les signatures. Elle a aligné les documents côte à côte. Et soudain, j'ai vu. La signature sur la procuration était tremblante, hésitante. Les lettres étaient mal formées, comme tracées par quelqu'un qui imitait. Les autres signatures, en revanche, étaient fluides, assurées, reconnaissables. Quelqu'un a forgé cette signature. Les mots d'Élodie flottèrent dans l'air comme une sentence. Mais qui? Elle m'a regardée avec une tristesse infinie. Geneviève, il faut que tu saches quelque chose. Marcel est venu me voir il y a 6 mois, en avril dernier, seul. Il était bouleversé. Bouleversé? Pourquoi? Il avait découvert quelque chose. Quelque chose sur Théo. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Élodie a sorti un autre dossier du coffre. Un dossier jauni, marqué « Confidentiel ». Marcel m'a demandé de le garder ici. Il ne voulait pas que tu le trouves à la maison. Il ne voulait pas te faire de peine. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur, des relevés bancaires, des captures d'écran, des courriers d'huissier. Théo a détourné l'argent de la brasserie, plus de 200 000 €, en 3 ans. Le monde s'est écroulé autour de moi. Non. Paris en ligne, investissements frauduleux, des dettes partout. Marcel a tout découvert par accident en février dernier. Il a confronté Théo. Théo a promis de tout rembourser, mais il ne l'a jamais fait. Les larmes coulaient sur mes joues. Marcel a voulu protéger ce qui restait. La maison. C'était tout ce qui vous restait. Il est venu me voir pour modifier son testament. Modifier? Comment? Il voulait te léguer la maison à toi seul. Avec une clause, Théo ne pouvait hériter que s'il remboursait l'intégralité de ce qu'il avait volé. Mais je n'ai jamais rien signé, parce que Marcel n'a jamais finalisé. Il devait revenir me voir le 3 mai pour signer. Mais il est mort le 28 avril, d'un infarctus, chez lui. J'ai fermé les yeux. Je revoyais cette matinée. Marcel qui se préparait pour aller à la brasserie, qui s'est effondré dans l'entrée. Les pompiers, l'hôpital, les médecins qui me disaient « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Théo était là, ai-je murmuré. Où? Le jour où Marcel est mort. Théo était à la maison? Élodie m'a regardé longuement. Je ne sais pas, mais tu devrais te poser la question. Un frisson m'a parcouru. Tu penses que... Je ne pense rien, mais cette procuration est un faux. Et Théo savait que son père voulait le déshériter. Elle a refermé le dossier. Geneviève, tu as 2 choix. Soit tu laisses faire, soit tu te bats. Je suis restée silencieuse. Mes mains tremblaient. Si tu veux te battre, je t'aiderai. Nous porterons plainte pour faux et usage de faux. Nous ferons expertiser la signature et nous découvrirons la vérité. Mais c'est mon fils. Justement. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, les réverbères s'allumaient. La nuit tombait sur Dijon. Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Mais pas trop. Théo va agir vite. Je suis rentrée chez moi sous la pluie. Mes vêtements étaient trempés. Mes cheveux collaient à mon visage. Mais je ne sentais rien. Dans le salon, j'ai allumé la cheminée. J'ai regardé les flammes danser. Et j'ai pensé à Marcel, à toutes ces années où il m'avait protégée, où il avait porté seul le poids de nos problèmes. Et j'ai compris. Si je ne me battais pas maintenant, tout ce qu'il avait essayé de sauver serait perdu. J'ai pris mon téléphone, composé le numéro de Théo. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Maman? Théo, nous devons parler. Pas au téléphone. Viens à la maison demain matin, 10 heures. Pourquoi? Tu le sauras demain. » Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai prié, pour la première fois depuis longtemps. Pas à haute voix, juste dans mon cœur, pour avoir la force de faire ce qui était juste, même si cela devait me briser. Théo est arrivé à 10 heures précises. J'ai entendu sa voiture se garer devant la maison, le claquement de la portière, ses pas sur les pavés. J'étais assise dans le salon, droite comme un i, les mains posées sur mes genoux. J'avais mis ma robe bleu marine, celle que je portais pour les occasions importantes. Mes cheveux étaient coiffés, mon visage maquillé légèrement. Je voulais qu'il me voie comme une adversaire, pas comme une vieille femme brisée. Il est entré sans frapper, comme d'habitude. « Bonjour, maman. »« Assieds-toi, Théo. » Il a froncé les sourcils, surpris par le ton de ma voix. Mais il s'est assis en face de moi, sur le fauteuil que son père occupait autrefois. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur la table basse entre nous, puis j'ai sorti un autre document, celui qu'Élodie m'avait remis la veille, un rapport d'analyse graphologique préliminaire. Cette procuration est un faux. Le silence qui a suivi était épais. Théo me regardait sans ciller. « Pardon? La signature de ton père. Elle a été imitée. Tu délires?
Non. J'ai fait analyser le document par un expert. L'écriture ne correspond pas. Théo s'est levé brusquement. Tu m'accuses de quoi, exactement? De faux et usage de faux. De tentative d'escroquerie. Il a ri. Un rire sans joie, presque méprisant. Tu es pathétique. Papa a signé cette procuration de son plein gré. Il savait que tu ne pourrais pas gérer cette maison seule. Il voulait me protéger. Te protéger de quoi? De rien? De tout? De... Il s'est interrompu. J'ai vu passer quelque chose dans son regard. De la peur. Ou de la culpabilité. Assieds-toi. Non. Assieds-toi, Théo. Ma voix était calme, mais ferme. Il a obéi, malgré lui. J'ai sorti un autre document du dossier. Les relevés bancaires de la brasserie. Les preuves que Marcel avait rassemblées. 215 000 €, détournés sur 3 ans. Le visage de Théo s'est vidé de son sang. Comment? Ton père savait. Il a découvert en février dernier. Il a voulu te laisser une chance, te donner le temps de rembourser. Mais tu ne l'as pas fait. Maman, ne m'appelle pas maman. Pas maintenant. Ma voix s'est brisée malgré moi. J'ai pris une longue inspiration pour me reprendre. Ton père a voulu protéger ce qui restait. Cette maison. Notre maison. Il est allé voir Élodie pour modifier son testament. Il voulait me léguer la maison avec une clause. Tu ne pouvais hériter que si tu remboursais ce que tu avais volé. Je n'ai rien volé. J'ai emprunté. Emprunté? Sans demander? En falsifiant les comptes? J'allais rembourser. J'avais un projet. Un investissement sûr. Où est cet argent, Théo? Il a détourné le regard. Réponds-moi. Où est l'argent? Perdu. Le mot est tombé comme une pierre. Perdu comment? Des paris. Des investissements qui ont mal tourné. Des erreurs. Des erreurs qui t'ont coûté l'entreprise familiale. L'héritage de tes grands-parents. Le travail de toute une vie. Ce n'était pas ma faute. On m'avait promis. On ne te promet rien quand tu joues ton argent sur des sites de paris. Quand tu investis dans des arnaques. Théo s'est levé à nouveau, les poings serrés. Tu ne comprends rien. Tu as toujours été là, dans ta petite vie tranquille, à attendre que papa règle tous les problèmes. Mais moi, j'ai dû me battre. J'ai dû essayer de faire quelque chose de ma vie. En volant tes parents. Je ne vous ai pas volé. Il s'est tu. Ses épaules se sont affaissées. Papa devait comprendre. Il devait quoi? Te pardonner? Te donner encore plus d'argent? Non, il devait... Théo s'est rassis lentement. Son visage s'était fermé. Le jour où papa est mort, le 28 avril, tu étais là. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Théo a relevé la tête brusquement. Qu'est-ce que tu insinues? Tu étais là, dans cette maison, le matin où il est mort. Et alors? J'étais venue lui parler. De quoi? De l'argent? De la brasserie? Il était furieux. Il m'a dit qu'il allait me déshériter, qu'il allait tout te donner, qu'il voulait que je parte. La voix de Théo tremblait. Nous nous sommes disputés. Il criait. Il disait que j'avais déshonoré la famille, que j'étais une honte, que... Il s'est arrêté, a passé une main sur son visage. Puis il s'est effondré. Mon cœur s'est serré. Il s'est effondré? Oui, d'un coup. Il a porté la main à sa poitrine. Il est devenu blanc. Et tu as fait quoi? J'ai appelé les pompiers. Tout de suite? Le silence qui a suivi était insoutenable. Théo, tu as appelé tout de suite? J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. J'ai cru qu'il faisait semblant. Qu'il voulait... Combien de temps? Quoi? Combien de temps avant d'appeler les pompiers? Théo s'est levé, a reculé vers la porte. Je ne sais pas, 5 minutes, peut-être 10. 10 minutes. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne les retenais plus. Ton père est mort parce que tu as attendu 10 minutes avant d'appeler les secours. Non! Il est mort parce qu'il avait un cœur malade. Les médecins l'ont dit. Les médecins ont dit qu'il aurait pu être sauvé s'il avait été pris en charge immédiatement. Je ne pouvais pas savoir. Tu le savais? Tu as choisi. Théo s'est appuyé contre le mur. Son visage était ravagé. Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste qu'il arrête de crier, qu'il m'écoute, que quoi? Que tout redevienne comme avant. Il pleurait maintenant, de grosses larmes qui roulaient sur ses joues. Quand j'étais petit, quand il me prenait sur ses épaules, quand il m'emmenait à la brasserie, quand il me disait que j'étais son fils, son héritier, que tout ça serait à moi un jour. Et tu as tout détruit. Je sais. Il s'est laissé glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Je sais, maman. Je sais. Je me suis levée.
Mes jambes tremblaient. J'ai fait quelques pas vers lui. « Pourquoi tu as forgé cette procuration ?»« Parce que j'avais peur. Peur que tu découvres. Peur de tout perdre. La maison, c'était tout ce qui me restait. Tout ce qui me reliait encore à lui. À vous. À une famille que tu as trahie. Oui. » Le silence est retombé. Dehors, la pluie avait recommencé. On entendait le crépitement sur les vitres. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a murmuré Théo. « Je ne sais pas. Tu vas porter plainte ?»« Je devrais. Mais tu ne le feras pas. » Il m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu ce petit garçon de 6 ans qui revenait de l'école avec un genou écorché, qui se jetait dans mes bras en pleurant, qui me disait « Maman, j'ai mal. »« Je ne sais pas. » ai-je répété. Théo s'est relevé lentement. « Si tu portes plainte, je vais en prison. Tu le sais. »« Oui. Et ça ne ramènera pas papa. »« Non. » Il a pris sa veste sur le dossier du fauteuil. « Je vais partir. Loin. Peut-être à l'étranger. Je ne peux plus rester ici. Fuir ne résoudra rien. Je sais. Mais c'est tout ce qu'il me reste. » Il s'est dirigé vers la porte. S'est arrêté sur le seuil. « Je suis désolée. Pour tout. Désolée ne suffit pas. Je sais. » Et il est parti. J'ai entendu sa voiture démarrer, s'éloigner, disparaître dans le bruit de la pluie. Je me suis effondrée sur le canapé. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis, quand le silence est revenu, j'ai regardé autour de moi. Cette maison. Ces murs qui avaient abrité tant de souvenirs, tant d'amour, tant de mensonges aussi. J'ai pensé à Marcel, à ce qu'il aurait voulu. Il aurait voulu que je pardonne. Il avait toujours pardonné à Théo. Encore et encore. Même quand il ne le méritait pas. Mais est-ce que pardonner signifiait fermer les yeux, accepter l'injustice, laisser le mal impuni? J'ai pris le téléphone, composé le numéro d'Élodie. Elle a décroché immédiatement. Geneviève, Élodie. J'ai parlé à Théo. Et il a avoué tout, le détournement, le faux et autre chose. Je lui ai raconté la dispute avec Marcel, les 10 minutes d'attente avant d'appeler les pompiers, la culpabilité, la fuite. Élodie est restée silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-elle enfin demandé. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut porter plainte. Une autre veut protéger ton fils. Oui, Geneviève, je ne peux pas décider à ta place. Mais je peux te dire une chose. Si tu ne portes pas plainte, Théo continuera. Il fuira. Il recommencera ailleurs. Peut-être avec d'autres personnes, d'autres victimes. Et si je porte plainte, je perds mon fils définitivement. Tu l'as déjà perdu. » Ces mots ont résonné dans mon cœur comme un glas. Elle avait raison. Le Théo que j'avais élevé, celui qui riait, qui courait dans le jardin, qui me serrait dans ses bras, n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Je vais réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Il faut agir vite. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis restée assise près de la fenêtre, à regarder les lumières de Dijon s'éteindre une à une. Et j'ai prié. Pas pour obtenir une réponse, mais pour avoir la force d'accepter celle qui viendrait. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Élodie. Je porte plainte. Tu es sûre? Oui? Très bien. Je prépare les documents. Élodie? Oui? Ce n'est pas pour me venger. C'est pour faire ce qui est juste. Je sais. Et c'était vrai. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la haine. C'était de la justice. Une justice qui faisait mal, qui me déchirait, mais qui était nécessaire. Parce que protéger quelqu'un du mal, ce n'est pas l'empêcher de tomber. C'est l'empêcher d'entraîner d'autres avec lui. 3 jours plus tard, la police est venue. Ils ont emmené Théo pour interrogatoire. Les analyses graphologiques ont confirmé le faux. Les relevés bancaires ont prouvé le détournement. Théo a été inculpé. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Je n'y suis pas allée. Je ne pouvais pas. Voir mon fils devant un juge, menottes au poignet, c'était au-dessus de mes forces. Élodie m'a représentée. Elle m'a raconté. Théo a plaidé coupable. Il a demandé pardon. Pas à moi. Au tribunal. À la société. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Et à l'obligation de suivre une thérapie. La maison m'a été restituée légalement. Mais j'étais seule. Seule dans cette grande maison de pierre. Seule avec mes souvenirs. Et une question qui me hantait chaque nuit. Avais-je bien fait? Les mois qui ont suivi le procès ont été les plus longs de ma vie. Plus longs même que les semaines après la mort de Marcel. Parce que cette fois, je ne pleurais pas un défunt. Je pleurais un vivant.
un fils que j'avais perdu par ma propre décision. L'hiver s'est installé sur Dijon. Décembre est arrivé avec ses marchés de Noël, ses lumières dans les rues, ses chants qui résonnaient à Place de la Libération. Mais dans ma maison de la rue des Forges, il n'y avait que le silence. Un silence épais, pesant, qui me suivait de pièce en pièce. Je me levais chaque matin à 7 heures. Je faisais du café. Je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais la rue s'animer. Les gens qui allaient travailler. Les enfants qui couraient vers l'école. La vie qui continuait, indifférente à ma douleur. Certains jours, je ne sortais pas. Je restais en robe de chambre, les cheveux défaits, aérée dans les pièces vides. Je montais au premier étage. J'entrais dans la chambre de Théo. Elle était restée intacte depuis son adolescence. Des posters de groupes de rock sur les murs, une étagère remplie de livres qu'il ne lirait plus. Un vieux nounours assis sur le lit, celui que je lui avais offert pour ses 5 ans. Je prenais le nounours dans mes bras. Je le serrais contre ma poitrine. Et je pleurais. D'autres jours, j'essayais de m'occuper. Je nettoyais, je rangeais, je triais les affaires de Marcel. Ses vêtements, ses livres, ses outils de la brasserie. Tout ce qui témoignait d'une vie bien remplie. Mais chaque objet me renvoyait à Théo, à ce qu'il avait détruit, à ce que nous avions perdu. Un matin de janvier, alors que la neige tombait doucement sur les toits de Dijon, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe était blanche, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une feuille pliée. L'écriture était celle de Théo. « Maman, je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi. Je comprends. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite même pas que tu lises cette lettre, mais j'ai besoin de te dire certaines choses. Depuis le procès, je suis suivie par une psychologue. Elle m'aide à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, ce n'est pas une excuse. Rien ne peut excuser mes actes, mais ça m'aide à voir plus clair. J'ai compris que j'ai passé ma vie à essayer de prouver quelque chose à papa, à être à la hauteur de ses attentes, de l'héritage familial. Et plus j'échouais, plus je mentais, plus je trichais, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais vraiment. Quand papa a découvert pour l'argent, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait, que tout ce que j'avais construit, même si c'était sur des mensonges, s'effondrait. Je ne supportais pas son regard, sa déception, sa colère. Le jour où il est mort, nous nous sommes disputés violemment. Il m'a dit des choses que je n'oublierai jamais, que j'étais une honte, que j'avais sali le nom des Moreau, que je ne méritais pas d'être son fils. Et puis il s'est effondré. J'ai paniqué. Je me suis dit que s'il mourait, je ne pourrais jamais me racheter, jamais lui prouver que je pouvais changer. Alors j'ai attendu. Quelques minutes. Je crois que j'espérais qu'il se relève, qu'il me regarde et me dise « Théo, tout va bien, je te pardonne. » Mais il ne s'est pas relevé. Quand j'ai enfin appelé les pompiers, il était trop tard. Maman, je vis avec ça chaque jour, avec l'idée que j'aurais pu le sauver, que mon orgueil, ma lâcheté ont tué mon propre père. Tu as eu raison de porter plainte. Tu as eu raison de ne pas fermer les yeux. Parce que si tu l'avais fait, je serais devenue pire encore. Je me serais enfoncée dans le mensonge, dans la fuite. Aujourd'hui, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je regrette, profondément, et que je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer. Pas pour toi, pas pour papa, mais pour moi, pour devenir quelqu'un de meilleur. Je t'aime, maman, même si je ne l'ai pas montré, même si je t'ai fait du mal. Ton fils, Théo. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table. Je suis restée immobile, les yeux perdus dans le vide. Une partie de moi voulait déchirer cette lettre, la jeter au feu, effacer ces mots qui me faisaient un peu mal. Mais une autre partie, celle qui avait été mère pendant 42 ans, s'accrochait à chaque phrase comme à une bouée. Il regrette, il souffre, il essaie de changer. Est-ce que ça suffisait? Je ne savais pas. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis habillée correctement, j'ai mis mon manteau, et je suis sortie. Je suis allée à l'église Notre-Dame, pas pour la messe, juste pour être là, pour m'asseoir sur un banc, à l'arrière, et laisser le silence m'envelopper. L'église était presque vide. Quelques personnes âgées priaient devant les cierges. Une femme nettoyait l'autel. La lumière entrait par les vitraux, projetant des taches de couleur sur les dalles froides. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. Et j'ai essayé de prier. Mais les mots ne venaient pas. Alors j'ai juste laissé le silence parler pour moi. Aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus qui je suis. Quand je suis ressortie, le soleil perçait à travers les nuages. Un rayon de lumière dorée éclairait la place. Les gens marchaient, souriaient, vivaient. Et pour la première fois depuis longtemps,
J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la joie. Pas encore. Mais quelque chose de plus léger. Comme une possibilité. Les semaines ont passé. Février. Mars. Le printemps est arrivé timidement. Les rosiers du jardin ont commencé à bourgeonner. Je les ai taillés, arrosés, soignés. Comme Marcel me l'avait appris. Un matin d'avril, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était Élodie. « Geneviève, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ?»« La brasserie. Elle est en vente. Les créanciers veulent récupérer leur argent. » Mon cœur s'est serré. Je sais. Il y a un acheteur intéressé. Quelqu'un du coin. Il veut garder le nom, la tradition. Mais il propose un prix en dessous de la valeur réelle. Et alors? Alors j'ai pensé à quelque chose. Si tu rembourses les dettes de la brasserie, ce qui est possible avec la vente de quelques biens de Marcel, tu pourrais la racheter, la relancer. Élodie, j'ai 71 ans. Je ne peux pas... Tu ne la gères pas seule. Tu engages quelqu'un, un jeune brasseur, quelqu'un qui connaît le métier, et tu supervises. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est l'héritage de ta famille, parce que Marcel y a consacré sa vie, et parce que... Elle a hésité. Parce que si tu le fais, Théo pourrait avoir une chance de se racheter. Un jour, quand il sera prêt. J'ai fermé les yeux. Tu me demandes de lui garder une porte ouverte. Je te demande de ne pas fermer toutes les portes. J'ai raccroché. J'ai réfléchi pendant des jours. Racheter la brasserie, c'était prendre un risque énorme. Investir mes économies. Me lancer dans une aventure que je ne maîtrisais pas. Mais c'était aussi honorer la mémoire de Marcel. Préserver ce qu'il avait construit. Et peut-être, offrir à Théo une chance de réparer. Pas maintenant, pas tout de suite, mais un jour. J'ai appelé Élodie. Je le fais. Les mois suivants ont été intenses. J'ai rencontré des banquiers, des avocats, des brasseurs. J'ai visité la brasserie abandonnée, avec ses cuves rouillées et ses fenêtres brisées. J'ai imaginé ce qu'elle pourrait redevenir. J'ai embauché un jeune homme de 28 ans, Julien, qui sortait d'une école de brasserie à Strasbourg. Il avait des idées, de l'énergie, de la passion. Il me rappelait Marcel, jeune. Ensemble, nous avons remis la brasserie sur pied, nettoyé, rénové, lancé de nouvelles recettes. Des bières artisanales, avec des noms qui racontaient l'histoire de Dijon. La chouette blonde, l'ours de Bourgogne, la pierre des forges. Les clients sont revenus, lentement, puis de plus en plus nombreux. 1 an après le procès, la brasserie était rentable. Pas riche, mais vivante. Et moi, j'étais vivante aussi. J'avais retrouvé un sens, une raison de me lever le matin, des gens à qui parler, un héritage à transmettre. Un soir de décembre, alors que je rentrais chez moi après une journée à la brasserie, j'ai trouvé quelqu'un assis sur les marches de ma maison. Théo. Il avait maigri, ses cheveux étaient le plus courts. Il portait un jean et une veste simple. Il m'a vu arriver et s'est levé lentement. « Bonsoir, maman. » Ma gorge s'est serrée. « Théo, je ne suis pas venue pour te demander quelque chose. Je voulais juste te voir, savoir si tu allais bien. » J'ai posé mon sac. Je l'ai regardé longuement. Il avait changé. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de plus humble, de plus vrai. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Je fais de mon mieux. Je travaille dans une menuiserie, à Beaune. Je vis dans un petit studio. Je suis toujours suivie par ma psychologue. J'essaie de reconstruire. C'est bien. Le silence s'est installé entre nous. Pas un silence lourd, un silence paisible. Maman? Oui? Est-ce que tu crois qu'un jour tu pourras me pardonner? J'ai pris une longue inspiration. Je ne sais pas, Théo. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que tu as fait, c'est difficile à oublier, à dépasser. Je comprends. Mais il a relevé la tête. Je ne t'ai pas fermé toutes les portes. Qu'est-ce que tu veux dire? La brasserie. Je l'ai rachetée. Je l'ai relancée. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Comment? Avec l'aide d'Élodie et d'un jeune brasseur, Julien. Il fait du bon travail. Maman, c'est incroyable. Peut-être qu'un jour, si tu continues sur ce chemin, si tu prouves que tu as vraiment changé, tu pourras y travailler. Pas comme patron, pas comme héritier, comme apprenti, pour apprendre, pour te racheter. Les larmes ont coulé sur ses joues. Tu ferais ça? Après tout ce que... Je ne le fais pas pour toi, Théo. Je le fais pour ton père et pour moi. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire accepter de continuer malgré la blessure. Il a hoché la tête, incapable de parler. Mais je ne te promets rien. Il faudra que tu prouves. Longtemps. Peut-être des années. Je comprends. Je me suis approchée de lui. J'ai posé ma main sur son épaule. Un geste simple.
mais chargée de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que nous pouvions peut-être retrouver. Va-t'en maintenant et continue ton chemin. Si un jour tu es prêt, tu reviendras. Merci, maman. Il est parti dans la nuit froide. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis je suis entrée dans ma maison. Dans le salon, j'ai allumé la cheminée. Je me suis assise dans le fauteuil de Marcel. J'ai regardé les flammes danser. Et j'ai souri. Pas un grand sourire. Juste un petit sourire fragile. Celui de quelqu'un qui sait que la vie continue. Que les blessures ne guérissent jamais complètement. Mais qu'on peut apprendre à vivre avec. J'ai pensé à Marcel. À ce qu'il aurait dit. Tu as bien fait, Geneviève. Tu as été juste. Et tu as été bonne. Peut-être. Ou peut-être que j'avais juste fait de mon mieux. Ce soir-là, avant de me coucher, je suis montée dans la chambre de Théo. J'ai pris le vieux nounours. Je l'ai remis sur le lit. Un jour peut-être Théo reviendrait. Pas comme le fils que j'avais connu, mais comme l'homme qu'il pouvait devenir. Et ce jour-là, je serai prête. À l'accueillir, à l'écouter, à lui donner une chance. Pas par faiblesse, par force. La force de croire que même les âmes brisées peuvent se réparer. Si on leur donne le temps, la patience et l'espoir. 2 ans plus tard, la brasserie Moreau & Fields, j'avais gardé le nom, était devenue une référence à Dijon. Les touristes venaient goûter nos bières. Les Dijonnais y organisaient que leur fête. Julien avait formé une petite équipe. Nous avions même exporté quelques fûts vers Lyon et Paris. Un matin de printemps, alors que je préparais les comptes dans le petit bureau du fond, j'ai entendu la cloche de l'entrée tinter. Je suis sortie. Théo se tenait près du comptoir. Il portait un sac de voyage. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Théo. »« J'ai terminé ma formation en menuiserie. J'ai remboursé toutes mes dettes, enfin presque toutes. Il me reste encore 2 ans, mais je travaille dur. »« Je sais. » Il a souri faiblement. « Tu sais, Élodie me tient au courant. Discrètement. » Il a baissé les yeux. « Je ne suis pas venue pour demander quelque chose. Je voulais juste te montrer. » Il a ouvert son sac, en a sorti un objet enveloppé dans du papier craft. Je l'ai déballé. C'était une enseigne en bois sculpté. Magnifique, avec des lettres gravées à la main. Brasserie Moreau & Fields. Je l'ai faite pour toi, pour la brasserie. Si tu veux. J'ai passé mes doigts sur le bois. Le travail était minutieux, soigné, fait avec amour. Elle est belle. Merci. J'ai levé les yeux vers lui. Tu cherches toujours du travail? Il a hésité. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de quelqu'un pour entretenir nos cuves, réparer les meubles, construire de nouvelles étagères. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est honnête. Ses lèvres ont tremblé. Tu m'offres un travail? Je t'offre une chance. Pas un héritage, pas un cadeau, une chance de prouver. Il a hoché la tête, incapable de parler. Et Théo? Oui. Si tu acceptes, tu travailleras sous les ordres de Julien. Tu commenceras tout en bas, et tu monteras les échelons seulement si tu le mérites. Je comprends. Et si tu recommences à mentir, à tricher, tu pars. Définitivement. Je ne recommencerai pas, je te le promets. Les promesses ne valent rien. Seuls les actes comptent. Alors je te le prouverai. Chaque jour. J'ai posé l'enseigne sur le comptoir. Quand peux-tu commencer? Maintenant. J'ai souri. Alors va te changer. Julien est dans l'atelier. Il t'attend. Théo a pris son sac, s'est dirigé vers l'arrière de la brasserie. Puis il s'est retourné. Maman? Oui? Merci. Ne me remercie pas. Mérite-le. Il a disparu dans l'atelier. Je suis restée seule dans la brasserie. J'ai regardé l'enseigne qu'il avait sculptée. Brasserie Moreau & Fields. Peut-être qu'un jour, ce nom aurait à nouveau du sens. Peut-être qu'un jour, Théo redeviendrait vraiment mon fils. Pas le fils que j'avais imaginé, mais celui qu'il pouvait être. Et moi, je serai là. Patiente, ferme, aimante. Parce que c'est ça, être mère. Ce n'est pas protéger ses enfants du mal. C'est leur apprendre à se relever quand ils tombent, à affronter leurs erreurs et à devenir meilleurs. Cette nuit-là, dans ma maison de la rue des Forges, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des années. Et dans mes rêves, j'ai revu Marcel. Il souriait et il me disait « Tu as bien fait, Geneviève. Tu as été juste. Et tu as été bonne. Oui, j'avais fait de mon mieux, et c'était suffisant. Une histoire de pierre, de silence et de pardon difficile. » Dijon, France, 2023-2025. Après les funérailles de mon mari, mon fils est apparu avec un papier disant « La maison est à moi, va dans une maison de retraite et disparaît d'ici. »
Mais il ne s'attendait pas à ce que,